Chers auditeurs et spectateurs du Verbe TV, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur les ondes du Verbe TV. Je suis ravi de vous retrouver, François-Xavier Consoli, et j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Martin Pelletier, journaliste et fin analyste des temps modernes. On va voir ça tout de suite avec lui. Martin Pelletier, bonjour. Bonsoir ou bonjour. Bonjour ou bonsoir, c'est vrai que là, le temps change un petit peu et les journées se rallongent, donc tant mieux, l'hiver est en train de partir. Alors, cher Martin Pelletier, j'ai le plaisir de vous recevoir sur la chaîne Verbeo TV, puisque vous avez commis un essai très intéressant, je dois le dire, que j'ai dévoré. Vraiment, il était passionnant. Un essai qui a un nom assez long, mais forcément, c'est assez trapu comme concept et comme idée que vous essayez de, en tout cas, à mon avis, vous résumez assez bien, vous synthétisez ça assez bien, à savoir le vrai nom du grand bordel, deux points arc-en-ciel, au bout de la Révolution, un empire et sa religion. Donc, c'est un essai, c'est une œuvre de synthèse, on pourrait dire ça comme ça, qui vient de paraître aux éditions donc, du Verbe O et qui est disponible d'ailleurs sur le site du Verbe O. N'hésitez pas, hein, chers spectateurs, allez-y, lisez des bons livres. Alors, Martin Pelletier, je vais tout d'abord vous présenter brièvement. Donc, vous êtes journaliste, vous êtes un militant politique également, il ne s'agit pas de le cacher, et de toute façon, c'est pas honteux. Et en tout cas, vous êtes un briscard du journalisme, donc vous connaissez un petit peu comment fonctionne le monde, si je puis dire. Et dans ce livre, donc, le vrai nom du grand bordel arc-en-ciel, eh ben, comme je l'ai dit, vous avez essayé d'être synthétique, vous avez essayé de revenir donc, sur cette espèce d'idée d'arc-en-ciel en vous fondant sur trois axes. Alors, vous me corrigez si je me trompe, mais je ne crois pas. Donc, le premier, la submersion migratoire. Le deuxième, l'écologisme mortifère, on pourrait dire ça comme ça. Et enfin, le troisième, on va dire l'offensive homosexuelle militante. Voilà, je pense avoir résumé à peu près les choses. Alors, ma première question sera simple. Pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre? D'abord pour synthétiser deux livres qui sont parus il y a maintenant 5 ans, qui étaient La Révolution arc-en-ciel et L'Empire arc-en-ciel, et qui parlaient de ces choses, alors qu'on n'en parlait pas, on ne parlait pas encore du tout de woke à l'époque, on ne parlait pas de ces choses-là. Et cette synthèse des trois approches, des trois subversions synergiques de l'arc-en-ciel, qui est, vous l'avez dit, le côté, ce que j'appellerais l'antiracisme, hein, plutôt que la submersion migratoire. D'un côté, l'espèce d'obsession climat-pandémie, de deuxième côté, et le troisième, c'est la théorie du genre, plus que l'homosexualité, parce que l'homosexualité a toujours existé, et seulement aujourd'hui, il y a quelque chose dans LGBT, ça vous a pas échappé, il y a T. Or, bon, qu'on préfère avoir tel type de relation sexuelle, c'est une question. C'est une question qui peut être vue du côté médical, du côté moral, de tous les côtés qu'on veut, mais qu'on pense changer la nature de ce qu'on est soi-même, c'est ça, le trans, c'est tout à fait autre chose. C'est une espèce de folie existentialiste et qui est révolutionnaire. Bon, ces trois choses ensemble, effectivement, je les mets ensemble parce que elles sont mises ensemble par leurs tenants. La meilleure preuve, je ne sais pas si vous vous souvenez de Greta Thunberg, qui était une agitatrice il y a 5 ans, c'est très loin, 5 ans, 6 ans même. Eh bien, un jour, elle nous faisait marcher pour le climat à l'époque. C'était son truc. Et puis un jour, avant la COP, c'était la COP 21, je crois, mais je ne suis pas sûr, hein, elle a co-signé une chronique dans un journal anglo-saxon où elle disait que la crise du climat était aussi une crise du patriarcat et du colonialisme. Les trois axes de l'arc-en-ciel, c'est pas moi qui les ai mis ensemble, c'est eux qui se mettent ensemble parce qu'ils ont le même vivier de militants, ils ont les mêmes méthodes d'agite propre, et ils ont la même volonté de subvertir, de ce qu'ils appellent déconstruire. Alors le mot déconstruire était un mot complètement idiot, parce que le construire, c'est l'inverse de détruire, naturellement. Mais le mot déconstruire suggère que toute réalité sociale et humaine est construite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nature, en quelque sorte.
Et donc le mot déconstruire est en lui-même une petite révolution par le langage. Voilà. J'ai voulu mettre ce que j'avais dit très vite et dans le mouvement comme un reporter il y a 5 et 6 ans, j'ai voulu le synthétiser et j'ai bien fait puisqu'il me semble qu'aujourd'hui, Donald Trump, qui a beaucoup de défauts par ailleurs, est en train de mettre en pratique, on dirait qu'il a lu mon livre et qu'il attaque sur ces 3 axes. Bon, il a d'autres défauts, il n'a pas compris que, mais on y viendra peut-être, que c'est une révolution d'abord spirituelle. Voilà. Tout à fait, oui, on viendra à ça à la fin, parce que je pense que c'est certainement le point le plus important, mais n'allons pas trop vite en besogne. Bah, vous me coupez un Oui, peu l'herbe sous le pied, parce que je voulais revenir justement sur la définition de l'arc-en-ciel. Mais on va essayer, parce que ce terme arc-en-ciel, bon, alors oui, c'est mignon l'arc-en-ciel, hein, c'est chatoyant, joli petit événement climatique, là, il y a un trésor au bout, bon, on le cherche toujours. Mais en tout cas, cette idée vous d'arc-en-ciel, avez et lu c'est pour ça. Donald et Picsou. Voilà, exactement. J'ai lu Donald et Picsou quand j'étais gamin, mais je trouve que c'est une très belle métaphore parce que précisément, vous l'avez dit, il y a une forme de synergie. Voilà, ces 3 axes, en fait, effectivement, fonctionnent comme une espèce de triforce qui se répond l'une l'autre et comme vous l'avez bien aussi synthétisé, des personnages comme Greta Thunberg arrivent à vous parler de climat tout en vous parlant de patriarcat, c'est un petit peu une espèce de kermesse, une farandole idéologique. Alors c'est bien beau, mais justement, on va voir en quoi cette kermesse-là a quand même des effets particulièrement pervers sur la société. Alors, juste euh, rapidement, par arc-en-ciel, on a parlé de 3 axes, mais par arc-en-ciel, pourquoi cet arc-en-ciel précisément? Eh ben, pourquoi cet arc-en-ciel? Vous savez bien sûr que l'arc-en-ciel est le symbole entre le ciel et la terre. Dans la Bible, quand l'arc-en-ciel apparaît à la fin du déluge, c'est la main tendue par Dieu à la terre. Mais la révolution arc-en-ciel se sert de symbole bénéfique, de c'est positif pour les inverser. C'est une révolution, toute révolution est une inversion, c'est-à-dire qu'on met le bas en haut, le haut en bas, le vrai devient faux et le mal devient bien. Bien, c'est ça d'une révolution, en gros, point de vue, c'est pas si on voit les choses globalement. Bien, eh bien, donc l'arc-en-ciel, ce symbole positif, a été subverti et inverti. Voilà. Alors, c'est encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est les drapeaux qui sont brandis par les révolutionnaires. Vous avez la nation arc-en-ciel de Desmond Tutu et Mandela, qui symbolise comment dirais-je, l'instrumentalisation de l'antiracisme. Ça, c'est le premier arc-en-ciel. Le deuxième arc-en-ciel, ben, c'est l'arc-en-ciel du Rainbow Warrior, le guerrier de l'arc-en-ciel en anglais, qui est, vous le savez, qui était le navire amiral de Greenpeace. Donc, c'est l'arc-en-ciel de l'agitation écologiste, de l'écologisme politique, de la fable du réchauffement du climat par l'homme. Bien. Et le troisième arc-en-ciel, mais c'est le plus connu, hein, c'est le drapeau LGBTQIA, plus si affinité. Ces 3 arcs-en-ciel, c'est pas moi qui les agite, ce sont les tenants de cette révolution qui, tous les 3, agitent le même drapeau. Enfin, le même, pas tout à fait le même, il y a des nuances, vous savez, dans les drapeaux arc-en-ciel, et notamment, il y a des nuances de rose et des nuances de vert pâle. Enfin, grosso modo, c'est toujours le drapeau de l'arc-en-ciel. Voilà pourquoi le terme arc-en-ciel. Et c'est particulièrement scandaleux parce que, encore une fois, dans la Bible, c'est un symbole extrêmement positif. Alors oui, bon, voilà pour les auditeurs, de toute façon, rien ne remplace la lecture, hein, donc cette petite vidéo d'introduction, ce n'est juste qu'un petit apéro. Mais voilà, maintenant qu'on a défini l'arc-en-ciel, rentrons juste un petit peu dans les détails pour donner un peu de biscuit. Euh, Moi, tout d'abord, le premier, en tout cas celui qui me semble, à mes yeux, le plus important, c'est l'arc-en-ciel migratoire, l'arc-en-ciel de la race, puisque bon, aujourd'hui, on met la race à toutes les sauces, on nous parle de la race pratiquement en H24, et précisément, se doit même presque de se définir par la race. En tout cas, je note que les médias ont cette propension, pas que, hein, les associations, etc., mais euh, les médias ont cette tendance de plus en plus à nous faire comprendre, quand je dis nous, on va dire les Occidentaux, qu'il serait
peut-être temps de parler justement de la race, en tout cas de la blancheur de peau, puisque précisément le blanc est considéré, on a encore une merveilleuse polémique, bon, comme toutes les polémiques, ça n'a pas grand intérêt, mais une merveilleuse polémique par Jean-Michel Aplati, enfin, ou Apathy, bon, c'est pareil, qui a vraiment mis en avant le côté, bon, la France est responsable, colonisation de l'Algérie, etc., etc. Par tout ça, je veux vous dire quoi? Je veux dire que bah, à partir du moment où on met en avant en permanence la couleur de peau, la race, etc., toutes les races doivent être fières de ce qu'elles sont, fières de leur identité, sauf une, apparemment, sauf une qui est la race blanche, qui elle serait porteuse de tous les maux, MAUX, hein, tous les maux de la Terre. Alors, à propos donc, de cette subversion migratoire, je vous cite à chaque fois et après je vous laisse embrayer. Euh, il y a page 115, j'ai noté ça, avec le mot homogénéité. Il avait repris le concept lancé en 1999 sur CNN par le général Wesley Clark, alors secrétaire général de l'OTAN, pour justifier les bombardements de la Serbie. Donc c'est cette citation qui nous intéresse. Il ne doit plus y avoir de place en Europe pour des peuples non métissés. Les peuples non mélangés appartiennent aux idées périmées du 19e siècle. Voilà. Voilà, je pense que c'est une bonne citation pour introduire justement la chose. Alors, cette première couleur arc-en-ciel, la subversion migratoire, le remplacement, on en parle beaucoup, pourquoi ce point, pourquoi le mettre en avant? Le grand remplacement est un détail, un gros détail de là, parce qu'il y a des détails importants, comme le disait Alain Duhamel dans le temps, il y a des détails importants, et celui-ci en est un. Le grand remplacement est un fait, c'est pas une théorie, c'est un fait, qui était un détail important de la révolution arc-en-ciel. Alors, évidemment, vous savez comme moi que la race n'existe pas, on nous le dit tous les jours. Et non seulement on nous le dit, mais on a supprimé des textes de la Constitution le mot race. C'est un acte magique. En supprimant un mot, on pense qu'on supprime une chose correspondante. Bien, mais dans les faits, au contraire, tout le monde voit que ce qu'on appelle maintenant les racisés apparaissent de plus en plus et prennent de plus en plus d'importance. Ce, et monsieur, comment s'appelle-t-il, Mélenchon nous le dit d'ailleurs très clairement. Il se félicite de ce qu'il appelle la créolisation, c'est un joli mot pour qui est d'ailleurs assez faux parce qu'un créole à l'origine c'est précisément un blanc des Antilles. Mais ça c'est autre chose. Monsieur Mélenchon ne maîtrise pas très bien sa langue, mais ce qu'il dit en revanche est très clair. Il se félicite du métissage galopant et forcé de la population française. Voilà. Évidemment, si on se félicitait, par exemple, du métissage de la population de Nouvelle-Calédonie, on serait vu comme un affreux colonialiste. Mais dans un sens, ça va, et dans l'autre sens, ça ne va pas. D'ailleurs, on nous explique très bien que le racisme anti-blanc n'existe pas, alors que c'est en France le plus couramment à l'œuvre. Il y a tous les jours, je dirais, des leucocides, puisqu'on dit maintenant pour une fois, dès qu'une femme est tuée, c'est un féminicide, quand c'est un, je ne sais pas, et là ce sont des leucocides, on dit on tue des blancs, c'est d'ailleurs revendiqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire de Crépol avec le petit Thomas, Hmm. qui a été trucidé. Eh bien, on va se faire des blancs. Ben oui, voilà, c'est clair. C'est évidemment du racisme anti-blanc, et l'antiracisme proclamé de l'arc-en-ciel n'est là que pour justifier le remplacement de la population. Hmm. Alors je Oui, dirais ceci que je voudrais ajouter, c'est juste un petit peu cette décision de remplacement de la population n'est pas faite sous la pression de la réalité, il y aura trop de monde au sud. Alors, non, j'explique très bien dans le bouquin, et j'y tiens, que les textes fondateurs et les décisions ont été prises dans les années 70. À l'époque, il y avait 2 fois plus de monde en Europe qu'en Afrique. Et l'Europe renouveler ses générations. Voilà. oui, précisément, vous avez raison de le rappeler, puisque tout ça, on nous le présente de façon très spontanée, voire naturelle. Or, précisément, il y a derrière des décisions éminemment politiques, supranationales, et c'est ce que vous développez dans le livre. Et L'auditeur devra c'est lire. pour ça qu'il faut parler de révolution en cancer. Ce n'est pas une évolution naturelle. C'est simplement une révolution qui prend quelquefois des airs d'évolution parce qu'elle est pensée par des gens
qui travaillent très très bien et avec l'ingénierie sociale, ils prennent leur temps. Ils ont pris ça de la société fabienne qui voyait les choses à très long terme. Tout à fait. Alors, un autre point, on est obligé d'aller vite, donc on Oui, passe tout de suite à l'autre point. Pour moi, c'est cette révolution terrestre, la révolution à Sainte Gaïa, puisque bah, la Terre est devenue une espèce d'idole, enfin en tout cas redevenue, on pourrait dire plutôt, une espèce d'idole. Alors, je vous cite à nouveau pour introduire l'idée, la révolution par l'environnement implique aussi une politique économique. Alors, c'est très intéressant. Alors, je cite, environnement, développement, même combat. Le PNU, Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, ou en et le fusionner dans le PNUD, je vais y arriver, Programme des Nations Unies pour l'environnement et le développement. L'environnement est un moyen de changer l'économie mondiale et la façon de vivre des hommes. Nous avons vu au chapitre un certain Otmar Endenhofer, ancien directeur de l'Institut Potsdam, déclarer nous redistribuons de facto la richesse mondiale par la politique climatique. Et une dernière, parce que celle-là, je la trouve carrément fabuleuse comme citation, pardon, et Christina Figueres, longtemps patronne du PNUD, précisait la révolution industrielle transforma également le monde, mais elle n'était pas guidée selon une perspective centralisée. Il s'agit ici d'une transformation centralisée parce que les gouvernements ont décidé d'écouter la science. Alors pourquoi ce focus sur cette révolution du climat, puisque bah, le climat est devenu une urgence absolue et il s'agit d'y répondre. vous posez des questions, vous y répondez presque. Voilà. Tout simplement, je tiens à dire que Ottmar Edenhofer n'est pas n'importe qui. L'Institut Potsdam, c'est l'institut, le think tank qui est le plus sollicité par les États-Unis, par l'Allemagne et pas par la Banque mondiale sur la question de l'environnement. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il a fait partie des conseillers du pape François dans la rédaction de Laudato Si. Quant à Christiana Figueres, elle n'est pas seulement patronne du PNUD, c'est elle qui a organisé notamment la grande réunion de Paris sous François Hollande, qui a fait signer les accords de Paris. Donc, c'est des gens qui sont au top niveau de l'élite mondiale. Bon, et là, ce que vous venez en citant ce que vous avez cité, on montre que ce qu'on dit là n'a rien de complotiste. Ce sont des textes émis à ciel ouvert, repris par l'ONU, par les grands journaux, qui définissent une politique décidée au plus haut niveau. Voilà. Alors, à quoi sert le mythe du climat changé par l'homme? Vous savez, il y en a eu d'autres avant dans la révolution écologiste. Il y a eu d'abord la crainte des pluies acides, et puis il y a l'histoire, le fake de la couche d'ozone, il y a eu la crainte de l'hiver nucléaire, enfin il y en a eu plein. Hein. À un moment donné, on craignait, d'ailleurs, je pense, moi j'ai mis un gros pull parce que j'ai froid, et le climat va probablement se refroidir forcément d'ailleurs dans les quelques centaines d'années qui viennent. Bon, quoi qu'il en soit, vous venez de le dire, ces fables servent à quoi? À changer tout simplement les méthodes de consommation, de production et de redistribution de la richesse mondiale, en particulier du nord vers le sud. On peut dire qu'aujourd'hui, le climat sert à piller le nord au profit du sud. Si nous avons en Europe de telles difficultés, de tels désendettements, c'est tout simplement qu'une politique dite environnementale est en train de nous ruiner au profit des autres. Alors il y a des gens qui s'en tirent mieux, comme la Chine, parce qu'elle signe tout ce qu'on veut, mais elle n'applique rien. Donc c'est très pratique. Et vous aurez noté certainement que la consommation de charbon de la Chine a multiplié par 1,5 ces dernières années, et que donc, elle est d'accord à peu près avec tout, gentiment, mais elle continue son petit bonhomme de chemin. Ce qui compte, pour elle, c'est d'arriver à tenir la dragée haut aux États-Unis d'Amérique. Et donc, elle n'est pas du tout dans ce schéma-là. Mais nous y sommes. Nous, la pseudo-politique dite environnementale est une politique de ruine de l'Europe et des pays développés, et comment dirais-je, une redistribution socialiste des richesses. Voilà.
Oui, bah oui, c'est assez bien résumé. Et je le redis, hein, vraiment, les auditeurs et spectateurs doivent lire, hein, parce que votre livre est également une source très intéressante d'informations. Et comme je suis journaliste moi-même, je pense que il est bon aussi de d'aller voir, d'aller regarder un petit peu les noms, les organisations, etc., pour bien comprendre Et qu'effectivement tout ça n'a absolument rien de spontané comme ça nous est vendu. Et enfin, dernier point dans ce triptyque magique, c'est l'inclusion. On a commencé par ça avec le symbole de l'arc-en-ciel et le côté alors, je précisais bien, vous avez raison de le reprendre, par homosexuel, c'est pas une histoire d'homosexualité, c'est une sommation à la diversité sexuelle qui fait d'ailleurs que la normalité sexuelle, qui est quand même l'hétéronormalité, au bout d'un moment, il faut quand même poser les choses, et ben aujourd'hui apparaît presque comme quelque chose de quasi anormal. Bon, voilà. Et dernier point, parce que je vais encore vous citer, le bien de l'arc-en-ciel a un nom, c'est l'inclusion. Voilà, précisément, il inclut tout, sans frontières, sexe, race, nation, espèce, genre, règne tous veillant ensemble à l'intégrité harmonieuse de Gaïa, la déesse mère. La synergie interdisciplinaire permet concrètement l'exercice efficace de cette morale. Je sais qu'un comportement citoyen visant à améliorer le sort des migrants transgenres sauvera aussi le climat. Bon, on retombe sur nos pattes, puisqu'on mélange tout. Après tout, il me semble d'ailleurs, et c'est pas du tout du complot non plus, que si on est un migrant ou un clandestin tout simplement, et qu'on décide d'arriver en Europe, il sera beaucoup plus facile pour le clandestin en question de rentrer si il clame haut et fort qu'il est homosexuel et peut-être même en prime écolo. Et il le fait. Il n'a pas de papier et souvent il se présente comme un mineur isolé, euh, menacé dans ses préférences. Le plus drôle enfin, plus drôle, si je peux dire, très récemment, une cour anglaise vient de condamner le ministère de l'Intérieur anglais qui avait noté qu'un de ces migrants isolés avait une forte pilosité faciale et commençait à se déplumer. Mais alors beaucoup plus que vous et beaucoup plus que moi. C'est tout de même extraordinaire. Et le juge anglais a décidé qu'il avait 16 ans. C'est merveilleux, qu'est-ce que vous voulez. C'est vraiment ça, je dirais, une des caractéristiques fondamentales de cette révolution arc-en-ciel, de cet empire, c'est que la réalité n'a aucune importance devant le discours obligatoire. Voilà, vous avez un discours du bien, de l'inclusion, du sauvetage du climat, de l'amour de Gaïa et des autres. Et vous pouvez dire n'importe quoi, hein, que par exemple, qu'il fait aujourd'hui, qu'en ce moment il fait nuit, ben vous aurez raison. Alors que quand même tout le monde peut voir qu'il fait jour. C'est ça, le dogme arc-en-ciel doit prévaloir sur le fait. Oui, mais si, en tout cas, surtout chez moi, le jour commence à baisser, mais en tout cas, il est clair qu'à partir du moment, peut-être qu'un jour, en tout cas, un jour il pleuvra et l'homme de bon sens dira, bah, l'eau, ça mouille. Ah non, tu n'es pas assez inclusif parce que l'eau ne mouille pas, elle ne fait pas que mouiller. Mais bref, et il y a un autre point, si on a le temps, je pense qu'on a encore un peu le temps. Il y a un autre point, moi, qui vraiment m'a touché, qui a retenu mon attention, que vous développez dans le livre. C'est cette façon dont l'arc-en-ciel a d'infantiliser les gens. Et vous le dites bien, vous avez une formule, infantiliser l'adulte et adultérer l'enfant. C'est-à-dire qu'on infantilise l'adulte qui doit redevenir une espèce d'ado attardé, tandis que l'enfant, lui, doit grandir très très vite, très 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 vite, et arrêter d'être un enfant au risque de briser une des caractéristiques quand même qui fait l'enfance, à savoir l'innocence. Mais est-ce qu'on peut développer rapidement ce point? Très rapidement, l'infantilisation de l'adulte, on le voit tous les jours. Prenez l'avion une seule fois dans votre vie, vous verrez que les contrôles qui sont appliqués sont éminemment infantilisants, en dehors de toute question de sécurité. Mais je prends ce petit détail. Il y en a d'autres. Et beaucoup plus important a été le Covid. Moi, je me fendais la poire pendant quand même plusieurs mois quand je me signais à moi-même des attestations comme quoi j'allais marcher dans la rue. Puis je me refaisais une signature en gommant avec. Enfin, on est vraiment. On doit prendre sa distance avec le voisin, 1,50 m.
tout est infantilisant. C'est ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, mais à l'armée, on appelait ça l'ordre serré. Il faut apprendre bien à se mettre au garde à vous, au repos, faire claquer la base du fusil sur la main. Enfin, voilà, ce sont tout un conditionnement pour rendre l'adulte complètement malléable. Voilà, on lui met, un jour, il faut mettre son masque, le lendemain, le masque n'a pas d'importance, etc. Quant à l'adultération de l'enfance, c'est malheureusement beaucoup plus grave. Vous le disiez, on lui enlève sa particularité, qui est d'être à la fois innocent et complètement curieux de tout, et naturel. D'abord, on l'embrigade à 3 ans dans l'éducation nationale. Pourquoi à 3 ans? C'est tout de même dingue, comme dirait Nicolas Sarkozy, les pauvres garçons. Moi, je sais que ça m'a embêté quand j'avais 6 ans d'aller à l'école, mais bon, il faut y aller quand même pour apprendre. Mais à 3 ans, enfin, ça rime à quoi? Mais ça, c'est une petite chose, mais le fait d'avoir tout de suite, très vite du moins, en primaire, de l'informatique, le fait d'avoir pour beaucoup un portable, avec ce que ça veut dire, c'est-à-dire évidemment de la pornographie, évidemment, tout ça, c'est massacrer volontairement l'enfance. Et j'y arrive. C'est-à-dire quand vous voyez les gens qui, malheureusement, qui sortent de l'éducation nationale, mais même qui n'en sortent pas à 12-13 ans, ils sont complètement formatés, abîmés. On abîme les enfants et on rend les parents complètement idiots. Ben voilà, c'est le propre, enfin c'est le commun de tous les totalitarismes. Et je trouve que le totalitarisme actuel est bien plus malin que n'était celui de Staline et celui d'Hitler. Parce que ça, c'est une chose que j'aimerais encore marquer. C'est ce que j'appelle le totalitarisme participatif. Vous avez si vous suivez un peu les réseaux sociaux, vous pouvez signaler quelque chose. Vous pouvez dire qu'à votre avis, eh ben, le copain là ou celui qui vraiment, il n'est pas correct. Il dit des choses inappropriées, voire glaçantes. Bon, voilà, c'est le policier de la pensée, c'est le citoyen. Nous sommes tous des flics. Voilà. C'est glaçant ou j'ai la nausée. À chaque fois, Oui. il y a une nécessité Voilà, de médicament, hein. Ouais. en tout cas, c'est nauséabond. C'est nauséabond. Mm. Voilà. Oui, oui. Nous sommes tous devenus des flics. Enfin, si on se laisse faire. Mais beaucoup se laissent faire. Mm. Et juste, je fais juste une toute petite aparté avant de poser ma dernière question, je dois être rapide. Euh, qu'on s'entende bien, il ne s'agit pas d'une synthèse ou d'un livre qui consiste, grosso modo, je tire le trait, même si c'est pas agréable, mais tant pis, grosso modo, d'un boomer qui pousse un coup de gueule parce qu'il n'aime pas le monde qui est devenu totalement différent de ce qu'il a connu lui. Et c'est ça qu'il faut préciser. Parce que Non, non, aujourd'hui, on a cette tendance-là. c'est très fréquent. Mais pas tout le monde. Depuis que le monde Mm. est monde, quand on a plus de 55 ans, on commence à trouver que les jeunes de sont embêtants. Hein. Non, c'est pas ça. Malheureusement, c'est pas ça. C'est que vraiment, euh, si par la grâce de Dieu, un homme de mon âge, ou même plus jeune, avait pu faire ce que ses parents estimaient bien et ce qui était conforme à la loi naturelle et ce qui était conforme aussi aux enseignements de l'Église, eh bien, il serait aujourd'hui tenu pour le pire des salopards. Il y a donc vraiment une inversion globale, c'est là-dessus que je voudrais terminer, mais qui est religieuse, qui est mentale, qui est spirituelle. Tout ce qui a été tenu pour vrai et bien est aujourd'hui discrédité, et tout ce qui était complètement, je dirais, insane est promu. Voilà. Alors, ça sera ma dernière question, et ça tombe bien, vous m'avez donné la transition puisque vous avez prononcé le mot. Est-ce que cette révolution arc-en-ciel n'a pas pour objectif la mise en place d'une nouvelle religion? Parce que précisément, au-delà du triptyque qui rappelle qui en rappelle un autre, qui n'est pas semblable, heureusement, mais il y a
comme une sorte de volonté religieuse. On a parlé de Gaïa, on pourrait parler aussi de la volonté de mettre en avant, de mettre en exergue le migrant, l'étranger, l'autre, la différence, etc. La différence aussi sexuelle, bref, euh, tous ces mots, toutes ces nouvelles idoles finalement, ne participent-elles pas à l'élaboration d'une nouvelle religion? Oui, je crois que justement le but de cette révolution, elle peut avoir des aspects économiques, bien sûr, des aspects sociaux, on l'a vu, des aspects raciaux, tout ce qu'on veut. Mais le but final, c'est de créer un nouvel homme sur une nouvelle terre, avec des nouveaux us, des nouvelles croyances et de nouvelles mœurs. Hein. Au bout du compte, qu'est-ce que c'est que cette révolution? Comment pourrait-on la définir? Bien sûr, elle se veut progressiste. Bien sûr, elle se veut égalitaire. Mais si on regarde plus profondément les choses, on voit elle prend à contre-pied tous les enseignements de l'Église catholique, ça c'est sûr. Et on voit aussi elle est fondamentalement existentialiste. On en parlait un peu tout à l'heure. Je ne suis La nature des choses et la nature de l'homme n'existe plus. Alors Dieu, n'en parlons pas. Mais je suis ce que je veux être. Et ça nous rappelle quelque chose quand même, parce on a des vieilles oreilles qui traînent. Ça nous rappelle la parole de la Genèse. Vous serez comme des dieux. Et l'un des propagandiste de l'arc-en-ciel, qui est le bras droit de Klaus Schwab, Yuval, comment il s'appelle? Oh, je me souviens plus de son nom. Il a écrit justement un livre sur Homo Deus, c'est-à-dire l'avenir de l'humanité, c'est pour lui un homme-dieu qui se serait séparé de toutes ces pesanteurs historiques, un homme sans frontières, un homme parfaitement libre de tout, c'est-à-dire, en fait, asservi à sa propre fantaisie. Et Hmm. mais il y a des gens qui sont quand même pas complètement idiots dans l'affaire. Quand on dit à quelqu'un qu'il peut se faire ce qu'il veut, sa fantaisie, c'est on trouve là le moyen, on a parlé de quelques moyens tout à l'heure, comme de le tenir complètement. Et tout ça, avec ça, quelle est la religion? C'est une vague religion panthéiste, Gaïa, la Terre, oui, ça, oui, et le hédoniste et panthéiste, grosso modo, voilà l'arrivée. Mais avec un formidable moyen de, euh, de tenir toute l'humanité par ses propres désirs. Voilà. Ah oui, le mot désir, c'est un bon, je pense que c'est un mot très synthétique et justement qui apporte une bonne conclusion parce que précisément nous sommes dans un monde où on met le désir et surtout cette espèce de volonté permanente, de désir permanent de tout, un désir dans lequel peut-être que l'être humain s'épuise un peu pour rien, mais en tout cas, euh, merci, Monsieur Pelletier, pour ces éclaircissements. Je rappelle le vrai nom du grand bordel arc-en-ciel, au bout de la Révolution, mot aussi très important, la Révolution, un empire et sa religion. C'est aux éditions du Verbe Haut, donc c'est un ouvrage de synthèse efficace. On sent aussi qu'il y a la patte journalistique derrière. Ouais, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup puisque bah, on a un propos, mais on a aussi des exemples, donc ça sort pas un petit peu du chapeau comme ça, Non. vaguement conspi ou je ne sais quoi. Non, non, bah, comme souvent, posez-vous les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Merci encore, Monsieur Pelletier. J'invite les spectateurs, puisque je dois mettre fin, là, la lumière manque cruellement de mon côté. Je vous invite à mettre un pouce, je vous invite à partager, à commenter. Bref, vous connaissez tout, mais faites-le, c'est important pour la chaîne. Je vous invite à lire, bien sûr. Le livre sera disponible, bah, il l'est déjà, sur le site du Verbe et je pense que vous aurez l'occasion de faire quelques dédicaces et À Paris, c'est quelques prévu pour interventions. la semaine du 24 au 29 mars. Voilà. Et ben voilà, à Paris, je suppose. Oui, oui, à Paris. Voilà, À à Paris. Paris, Donc parce que je voilà. ne suis pas parisien, alors j'essaie de grouper un peu tout.
Voilà, et ben pour plus d'infos, je pense que de toute façon, ça sera disponible sur le Twitter et autres réseaux du Verbe Haut. En tout cas, moi, j'aurai le plaisir certainement de vous retrouver très bientôt à Paris également. Et je le rappelle, n'hésitez pas, chers auditeurs, lisez des livres. Les vidéos, c'est bien, YouTube, c'est bien, mais ça ne remplace pas la lecture. Les petits pouces, les partages, commentaires, tout ça. Et à bientôt pour un prochain entretien.